Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler communication. Avant de faire le sommaire on va dire entre guillemets de la vidéo, je viens juste à, comme d'habitude, remercier les personnes qui s'abonnent à l'abonnement payant sur la chaîne, qui, je le rappelle, donnent accès à un groupe WhatsApp sur lequel je mets les PDF de toutes mes vidéos YouTube. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, mon Instagram je vous le mets juste ici. Et en termes d'estimation du temps de la vidéo, on a une trentaine de diapos. Je pense que ça peut être long, donc on va dire 1 heure, comme ça je vise vraiment large. Ok? Donc aujourd'hui on va parler de communication, et on va voir comment la communication, en fait, euh, ça peut orienter en fait le traitement de choix ou alors les décisions que vont prendre les patients par rapport à leurs problématiques. Donc ça c'est hyper important. En fonction de ce que vous allez dire, le patient il va avoir des attentes différentes en termes de traitement et tout ça. Ça peut être par exemple plus d'attentes envers la chirurgie, plus d'attentes envers l'imagerie et des choses comme ça. On va voir tout ça. On va voir que la communication ça peut moduler la douleur, donc ça peut l'augmenter dans certains cas, la diminuer dans d'autres. On va voir des petits conseils en termes de communication. Et puis voilà, on va attaquer tout de suite. Donc déjà, inflammation et catastrophisme. En fait, on sait que quand une personne reçoit un stimulus douloureux, en fait, on peut avoir une augmentation d'interleukine 6, notamment, il y en a d'autres, mais voilà, on va parler de l'interleukine 6 parce que c'est ce qui a été étudié ici. Et en fait, chez les personnes qui ont du catastrophisme, eh ben, on va avoir une augmentation plus importante de cette interleukine 6. Le fait d'avoir ce lien entre catastrophisme et augmentation de l'interleukine 6, ça montre qu'il y a un lien entre les processus cognitifs et émotionnels liés au catastrophisme justement et les réponses inflammatoires en réponse elles-mêmes à une stimulation douloureuse. Des réponses inflammatoires élevées à l'expérience de la douleur aiguë pourraient constituer un mécanisme important par lequel la catastrophisation façonne les résultats liés à la douleur à long terme dans un certain nombre de conditions chroniques. Souvent on parle de catastrophisme, on se dit que c'est juste un processus effectivement cognitif ou émotionnel, mais en fait pas que. Le catastrophisme, quand on va avoir un stimulus douloureux, on va avoir tendance à augmenter, à avoir des niveaux plus importants d'interleukine 6 comparativement aux personnes qui, pour un même stimulus douloureux, n'ont pas de catastrophisme. Ok? Il faut savoir que l'interleukine 6, en fait, elle peut induire une hyperalgésie musculaire, articulaire, et tout ça, donc elle est vraiment responsable, elle participe en fait à la douleur, ok? Du moins à la nociception, on va dire. Dans des échantillons de patients souffrant de douleur, l'interleukine 6 et les marqueurs inflammatoires sont corrélés avec une plus grande sévérité de la douleur. Donc voilà, plus l'interleukine 6 elle va monter, plus la douleur elle risque d'être importante. Ok? Et en gros, ces résultats, ça montre en fait que les cytokines pro-inflammatoires, elles sont susceptibles de jouer un rôle facilitateur dans le développement et le maintien de syndromes douloureux, et notamment persistants. Ok? Même, ça peut être quelque chose qui est impliqué dans la douleur neuropathique. Ce qu'il faut noter juste dans cette étude-là, c'est que les participants de l'étude, ils étaient au courant qu'il n'y avait pas de risque au moment où on leur a infligé le stimulus douloureux, qu'il n'y avait pas de risque de lésion tissulaire. Ok? Donc ça a pu diminuer le catastrophisme. Et donc on peut se dire, on peut supposer que dans le cas d'une douleur avec une lésion tissulaire réelle ou supposée par le patient, ça peut augmenter davantage la catastrophisation et les taux d'interleukine 6 comparativement à cette étude. Okay, donc on va dire que dans le réel, peut-être que ça s'exprime encore de manière plus forte. Ok, cette élévation de l'interleukine 6 en cas de catastrophisme. Ok. Donc, juste pour remettre du concret, comment ça peut se traduire au cabinet cette histoire-là? Par exemple, vous avez un patient qui vient avec une lombalgie. Il vient avec son IRM. Dessus, il y a une protrusion. Donc voilà, comme ça c'était juste pour avoir l'effet un peu lésion tissulaire. Et vous lui dites ah oui, c'est une belle protrusion, bientôt ça va être la hernie, il va falloir faire très très attention sinon le sport c'est fini. Là, peut-être que vous êtes en train d'augmenter ses taux dans l'interleukine 6 et donc d'augmenter sa douleur, potentiellement d'augmenter sa douleur, et même son risque de douleur persistante, peut-être. Alors que si vous dites dans la majorité des situations, ce n'est pas un problème les protrusions, vous pouvez prendre le sport comme avant, tout ça, peut-être que vous êtes en train de diminuer ces taux d'interleukine 6. Ok? Comme on se rappelle, comme je disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, on rassure les patients une fois que on a fait l'examen clinique, ok?
pas pendant l'anamnèse. Ça, c'est toujours le petit conseil, la petite chose à savoir. Exemple 2, patient qui vient avec une entorse de cheville, avec une cheville bien gonflée. Ah oui, c'est une belle entorse, ça a bien gonflé, il doit y avoir des dégâts. Vous, avec une tête où vous foncez les sourcils et tout ça, là peut-être que vous augmentez les taux d'interleukine 6. À l'inverse, si vous dites c'est une belle entorse, ça a bien gonflé, bah du coup ça une bonne réaction inflammatoire, ça a bien cicatrisé, on va y aller progressivement et tout va rentrer dans l'ordre, bah peut-être que vous êtes en train de diminuer ces taux d'interleukine 6. Ok ? Et donc pour continuer dans ces histoires de processus cognitifs et émotionnels qui peuvent avoir un impact sur les marqueurs inflammatoires, bah ici en fait on a une méta-analyse qui montre que on peut avoir des augmentations liées au stress de certains marqueurs inflammatoires, interleukine 6 et tout un tas d'autres, ok. Donc c'est juste pour en rajouter un petit peu sur ces histoires-là. Si vous avez juste, vous, dans votre la façon dont vous appréhendez la douleur, juste un modèle biomécanique avec des tissus qui sont comprimés, par exemple, c'est ça qui fait mal ou des choses comme ça, faut savoir que le corps, c'est surtout beaucoup de chimie, ok. Et donc en fait, les processus cognitifs et émotionnels, ça peut avoir un impact sur les marqueurs inflammatoires. Les effets du stress sur les cytokines circulantes ont atteint un sommet entre 31 et 90 minutes après le stress. Okay, là, c'est sur un stress psychologique. Okay, la présente étude, donc ici, elle a examiné l'hypothèse selon laquelle l'autocompassion, donc une attitude personnelle qui consiste à se traiter avec bienveillance et sans jugement, et ben, les personnes qui ont un niveau élevé d'autocompassion, elles peuvent être protégées contre une inflammation accrue à la suite d'un stress psychosocial inhabituel. Tandis que les personnes qui ont un niveau d'autocompassion plus faible peuvent être particulièrement vulnérables aux effets néfastes de cette forme de stress. Qu'est-ce que ça dit? Une nouvelle fois, en fait, la sphère cognitive et émotionnelle, en fait, elle peut aussi protéger de l'inflammation. Ok? Donc voilà, un stress psychologique, ça peut augmenter l'inflammation, mais en fonction si on a de l'autocompassion ou pas, et ben on peut avoir, ça peut augmenter les effets inflammatoires, ou les cytokines inflammatoires, et pareil, si on a des bons niveaux d'autocompassion, ça peut à l'inverse les diminuer. Donc voilà, l'importance en fait de ça. Pourquoi j'en parle maintenant au début de vidéo? Parce qu'en fait, quand vous allez parler, vous n'allez pas mettre vos mains et tout ça, bah, d'un point de vue mécanique et tout ça, il va pas se passer grand chose. Par contre, dans la tête de votre patient, il va se passer des choses. Et ce qui va se passer dans la tête de votre patient, ça va peut-être se répercuter au niveau chimique, au niveau inflammatoire, dans son corps. Ok? Donc en fait, c'est hyper important de comprendre que ça peut jouer ce que vous allez dire. Ok? Ça va forcément jouer même ce que vous allez dire à votre patient sur sa douleur et comment il va appréhender cette douleur et tout ça. Ok? Là, donc ça je l'ai dit. Hop, on va passer ici. Donc là, on est toujours dans l'introduction, comprendre un petit peu de quoi on va parler, et surtout, en fait, comment ça marche. Parce que si je vous dis tout de suite, la communication, ça joue sur les douleurs, et certains, vous n'allez pas me croire. Donc, les suggestions placebo, ça peut diminuer la douleur, les suggestions nocebo peuvent augmenter la douleur. Comment ça marche? Tout simplement en fait parce que les suggestions placebo, elles vont activer au niveau des neurotransmetteurs, la voie mu-opioïde, enfin la voie des opioïdes endogènes en fait, qui vont inhiber la douleur. Ok? À l'inverse, les suggestions nocebo, elles vont plutôt augmenter l'anxiété, ça va activer le système cholécystokinergique et ça va augmenter la douleur. Ok? C'est exactement ce qu'on voit là, hein, en fait. Hein. Là, vous avez les informations nociceptives qui arrivent, ok, au niveau du cerveau, mais le cerveau, lui, il va pas prendre juste la nociception pour générer de la douleur, ok. En fonction de ce qui a été dit, enfin du contexte, en fait, en fonction du contexte, et ben voilà, il va y avoir tout un tas de processus qui va faire que, est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il n'y a pas de douleur, s'il y a de la douleur, à quel point elle va être importante, et des choses comme ça. Dans cette vidéo-là, je voulais parler des attentes du patient, sur les attentes positives, les attentes négatives et tout ça, mais je me suis dit la vidéo elle va être beaucoup trop longue, donc je fais une intro sur ça, et après peut-être une autre vidéo dessus, voilà. Les suggestions nocebo induisent une anxiété qui à son tour active deux voies biochimiques différentes et indépendantes, voilà, une facilitation cholécystokinergique de la douleur et l'activation de l'axe HPA, donc c'est la voie en fait entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales, ok, qui vont avoir un impact dans la douleur. La communication
en kinésithérapie, donc ça c'est hyper important. La communication verbale en physiothérapie, c'est une dimension importante de la relation patient-thérapeute, et c'est même considéré par les patients comme la qualité la plus importante d'un physiothérapeute. C'est même considéré par les patients comme la qualité la plus importante d'un physiothérapeute, enfin d'un kiné, quoi. Pourquoi je le répète? Parce qu'en fait, il faut que ça rentre dans vos têtes, que ce que vous dites, c'est hyper important, ok? On viendra après avec des exemples un peu plus concrets, et je vous raconterai le cas d'une patiente que j'ai eue hier, qui avait rendez-vous avec son médecin. Je vais vous dire ce que son médecin il a dit, et vous allez et après bah, vous verrez ce que vous en pensez. Ce que vous allez penser de ça. Donc c'est une dimension importante, cette communication verbale avec le patient, et ça a été identifié comme l'un des facteurs contextuels responsables de l'effet non spécifique du traitement en physiothérapie. Donc vous savez que quand vous faites un traitement, il n'y a pas que des effets spécifiques, il y a tout un tas d'effets contextuels, et dans les effets contextuels, il y a votre communication. Il y a déjà rien que l'environnement, en fait. Si vous avez un cabinet dégueulasse, ok, avec ça de poussière par terre, les tuyaux qui sont cassés, et ça pue, vous n'allez pas booster les effets contextuels. Par contre, si c'est propre, c'est clean, petite œuvre d'art sur le mur, tout est nickel, bah ça plutôt, là vous allez peut-être booster les effets contextuels, ok. Par conséquent, la réduction du nocebo et l'amélioration des effets placebo sont des stratégies cliniques prometteuses en physiothérapie. Donc ça, c'est important de jouer dessus, ok. Ok, t'as fait ta formation de thérapie manuelle en 17 niveaux, t'as mis 15 000 € dans ton truc, on vient de te dire que tes effets sont plus contextuels que spécifiques, c'est pas grave. Utilise-les, ces effets contextuels, ok. Juste, tu racontes pas de la merde aux patients quand tu fais de la thérapie manuelle, mais utilise ces effets contextuels, booste-les, ok. Et on a des études, on a des choses qui peuvent nous aider à comment les booster. Mais on va pas en parler aujourd'hui, parce que sinon la vidéo, elle va durer pour le coup vraiment 4 heures. Le langage négatif peut donc déclencher un effet nocebo chez les patients souffrant de lombalgie, ok. Le langage négatif, comme vos muscles sont faibles, bah ça augmente l'anxiété anticipatoire, en fait ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire, et ça diminue les attentes du patient, ok. L'anxiété en particulier, la peur de la douleur, est liée au développement de la douleur chronique et contribue à l'intensité et à la persistance de la douleur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est vous dites juste, vos muscles ils sont faibles. Donc vous dans votre tête, c'est juste, bon, on va les renforcer et ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, vous allez augmenter l'anxiété. Donc là, vous êtes ici. Donc, votre patient il a mal, je sais pas, il y a de la nociception qui arrive ici, et en fait vous lui dites vos muscles sont faibles, sauf que en fait vous êtes en train de générer de l'anxiété, hop vous boostez l'effet nocebo, peut-être vous allez augmenter la douleur, ok. Et en fait vous allez donc augmenter la peur à la douleur et tout ça. Vous allez peut-être même créer des attentes négatives par rapport au mouvement, donc la personne elle va avoir mal au mouvement, alors que peut-être si vous lui avez rien dit, elle aurait eu moins mal ou pas mal, et ça peut même mener à la douleur chronique et contribuer à l'intensité, à la persistance de la douleur, voilà. Donc ça c'est embêtant. Que vous augmentiez la douleur peut-être à un instant T, bon pourquoi pas, mais par contre prendre le patient et le mettre sur la voie de la douleur persistante et de la douleur chronique, ça c'est moins bien. Toujours on se rappelle, le but ultime c'est d'aider le patient, le pire, on va dire, c'est au pire, bon on l'aide pas, on fait pas mieux, ok. Mais le pire du pire, et ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de faire pire que s'il n'était pas venu vous voir. Si son mal de dos, il serait passé en 3 mois, tout seul sans vous voir, mais que vous, lui dire vos muscles ils sont faibles, votre dos il est fragile et tout ça, vous le mettez sur la voie de la douleur chronique, ça c'est problématique. Ça veut dire vous êtes professionnel de santé, votre but c'est d'aider les gens, et en fait vous le envoyez sur la route de la douleur chronique. Non, là il y a un problème. Là, voilà, donc dans l'idéal, au mieux, on aide le patient. Au pire, on fait ni pire ni mieux. Voilà, on change rien. Mais voilà, on essaye de jamais aller dans la partie où en fait on fait pire que rien. D'accord? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc là, on va prendre un exemple concret. Ok. Donc ici, ils ont pris des participants. Donc c'était des jeunes notamment. Et en fait, on leur a expliqué en gros leur lombalgie avec soit un nocebo expérimental, soit un contrôle neutre ou placebo. Donc nocebo, ça peut ressembler à quoi? C'est la lombalgie non spécifique ne constitue pas une affection grave, telle qu'une hernie, une tumeur, une maladie rhumatismale ou une fracture osseuse. Ou le développement de la lombalgie non spécifique n'est pas encore complètement clair. Souvent, il est initié par une surcharge, par exemple en raison d'un mauvais mouvement. Ok. Et le contrôle neutre placebo, c'est dans les plaintes non spécifiques du bas du dos, aucune cause physique n'a été trouvée pour les plaintes rencontrées. Et d'habitude, les plaintes de bas du dos sont causées par une surcharge sur le corps. Il y a un déséquilibre entre la charge et la capacité de charge
du corps, ok? Alors en fait, je viens de me rendre compte que l'étude elle est en anglais, donc c'est que j'ai dû prendre j'ai pas traduit moi-même, ça c'est la traduction automatique, je trouve elle est pas hyper claire, ok? J'ai mis d'autres exemples plus loin où j'ai fait pour certains endroits moi-même la traduction, c'est un peu plus clair. Mais en gros voilà, on a essayé d'être voilà, quand on dit à quelqu'un c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas une fracture, c'est pas une hernie, c'est pas forcément super rassurant, ok? Alors que si on dit bon c'est votre dos, bon bah peut-être que vous avez vous lui avez demandé plus que ce qu'il était capable de supporter, et du coup c'est pour ça qu'il vous fait mal. Bon, ouais, peut-être il y a une différence entre les deux. Et donc on leur avait envoyé par vidéo, donc les participants qui ont regardé une vidéo avec la communication nocebo, ils ont montré une anxiété plus élevée, ok? Donc anxiété plus élevée, on active le système cholécystokinergique, et ça peut augmenter la douleur, ok? Que ceux qui regardaient donc du coup la vidéo de contrôle positif ou neutre. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que quand vous allez expliquer le mal de dos à votre patient, une fois que l'anamnèse elle est passée, que vous avez fait votre examen clinique, que vous êtes sûr que le patient, bah en fait, il n'y a rien de grave, ok? Et ben, comment vous allez lui expliquer ce qu'il a? Et ben ça, c'est important, ok? Bon, ce que vous lui dites pendant l'examen clinique, c'est important aussi, ok? Mais voilà, comment vous lui expliquez son problème, c'est important. Les croyances des participants en matière de maladie ont également varié, dans la mesure où la condition nocebo a fait état de taux plus élevés d'inquiétude et de la conviction que les plaintes dureraient plus longtemps. Ok? Donc voilà, c'est ça, toujours. C'est qu'en fait, vous avez programmé le patient pour qu'il pense que ça va durer longtemps son problème. Ok? Donc là, tout, douleur persistante, douleur chronique et tout ça. Et donc cette étude, elle montre que la suggestion verbale, elle a un fort impact sur les variables psychosociales, qui sont importantes, on le sait, dans le développement et la persistance de la lombalgie. Et donc là, ces résultats, ça doit inciter les kinésithérapeutes à éviter d'utiliser un langage négatif pour améliorer les attentes de leurs patients. Les affections musculo-squelettiques sont souvent décrites à l'aide de mots négatifs. On verra après, voilà. Et donc les kinésithérapeutes ont une connaissance et une conscience limitée de ces facteurs contextuels. Grâce à cette vidéo, vous n'aurez plus des connaissances limitées de ces facteurs contextuels et de leur utilisation dans le traitement. Par conséquent, la formation à la communication des kinésithérapeutes peut orienter l'utilisation du langage en kinésithérapie et améliorer les résultats du traitement. Donc en fait, juste apprendre à communiquer avec des choses, des mots positifs, ça va déjà changer le traitement. Vous allez booster les effets contextuels et vous allez avoir des améliorations. Mais en fait, juste vous allez activer en fait la voie des opioïdes endogènes chez votre patient. C'est tout. Donc c'est tout. C'est déjà très bien en fait. C'est super bien. Vous avez boosté les effets contextuels. Parce qu'il faut pas j'ai l'impression des fois que quand on parle d'effets contextuels ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu ésotérique pour certains. Mais en fait, d'un point de vue chimique, ça s'explique très bien. On a vu. Anxiété, ça peut augmenter la réponse inflammatoire. Pas d'anxiété, bah on va activer les opioïdes endogènes. Et c'est de la chimie aussi. Ok? Donc le corps, il y a énormément de chimie, ok? Et la chimie, elle est vraiment très importante. Bien plus importante que parfois la biomécanique dans la douleur, ok? Par exemple, c'est vrai que quand on parle de modèle biopsychosocial, on pense à chaque fois à biomécanique, mais bio en fait c'est plutôt biologie. Il y a les facteurs biomécaniques, mais dans la biologie, on peut se retrouver avec la chimie, ok? Voilà, la chimie, pourquoi ça peut être important? Je vais faire une analogie, elle est peut-être pas vraie à 100%, mais par exemple, si vous pouvez avoir des grosses contraintes mécaniques sur vous, et c'est pas forcément dangereux, hein. Par exemple, vous pouvez vous cogner très fort, et ben voilà, vous allez avoir très mal. On va dire, au pire, vous vous cassez l'os, au pire, mais par exemple, des variations chimiques dans votre corps un tout petit peu le pH au niveau du sang dans un sens ou dans un autre, vous pouvez tomber en acidose, en alcalose et mourir. Ok? Donc voilà, la chimie dans le corps, la chimie dans le corps, c'est quelque chose de très important. Ok? Et donc du coup, bah ça c'est un mème que je fais sur Instagram. Donc pour ceux qui me connaissent que sur YouTube, et à chaque fois que je vous montre mon Instagram, bah en fait, en gros, je poste des mèmes ou des reels, et puis de temps en temps en story, on réfléchit et tout ça. Donc en gros voilà, par exemple on a un patient, il consulte un kiné qui est ultra biomécaniste. Effet contextuel puissance max, car en fait le kinésithérapeute il va montrer qu'il s'y connaît, les explications elles sont logiques pour le patient et tout ça, ça va mieux, mais en fait l'entretien de certaines croyances limitantes, de déséquilibre, effet d'éviter certains mouvements, l'usure et tout ça, font que les douleurs reviennent, on reconsulte, voilà. Pourquoi je vous dis ici que les effets contextuels ils sont boostés puissance max?
Toujours grâce à cette étude, parce qu'en fait, ils ont vu que de manière inattendue, la communication nocebo, ça a amené également les participants à croire que le traitement serait plus efficace. Ok? Donc un discours nocebo, ça peut augmenter l'efficacité du traitement. Ok, c'est un peu contre-intuitif, mais a priori, c'était comme ça. Et donc, voilà, on peut penser qu'il s'agit en fait d'un effet de l'utilisation d'une terminologie dans la condition nocebo qui aurait pu être perçue comme une indication d'expertise incitant à la confiance dans le thérapeute et le traitement. Ah oui, mais en fait, si vous venez, voilà, c'est parce que votre bassin, il est un tout petit peu décalé comme ça, du coup, le muscle ici, il est tendu, ce qui fait que ça tire sur ça. Et donc là, le patient, il fait, ah ouais, il connaît bien l'anatomie, il connaît bien la physiologie, il connaît bien la biomécanique, il connaît bien le corps humain. Et du coup, ça booste les effets du traitement, mais en fait, d'un autre côté, il y a le revers de la médaille où ça peut entretenir des croyances imitantes. Et donc ces effets apparemment contradictoires de la condition nocebo soulignent la complexité de l'effet de la communication des physiothérapeutes sur les attentes des patients et justifient des recherches supplémentaires. Ok? Et donc on va passer à la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que en fait, le catastrophisme, par exemple, ça peut augmenter les marqueurs inflammatoires circulant dans le sang. Ça peut, en fonction de ce qu'on dit, en fait, ça peut augmenter ou diminuer la douleur, avec donc du coup, soit on va activer la voie de la douleur, soit on va justement l'inhiber, ok, pour faire très simple. Donc là, on en est là. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que les mots, ils peuvent carrément décider du traitement que le patient va vouloir, ok? Comment on le sait? En fait, une terminologie différente donnée pour la même affection influence les préférences de prise en charge et les résultats psychologiques chez les patients. En d'autres termes, certains mots que vous pouvez utiliser pour expliquer une même condition peut amener le patient à choisir une thérapie plutôt qu'une autre. Les études couvrent un large éventail de pathologies, carcinome canalaire in situ, reflux gastro-œsophagien, conjonctivite, syndrome des ovaires polykystiques et fracture osseuse. Lorsqu'un terme plus médicalisé ou plus précis était utilisé pour décrire l'affection, il en résultait généralement une préférence pour des traitements plus invasifs et ou une évaluation plus élevée de l'anxiété et de la gravité perçue de l'affection. Ça, c'est pour des conditions, on va dire, médicales. Donc là, vous me dites, ouais, mais moi je suis kiné, vas-y, je m'occupe de mecs qui ont mal à l'épaule et qui ont mal au cou. Ça me parle pas trop quand on me parle de fracture. Alors, au moment de la fracture, voilà, vous décidez pas à ce moment-là de est-ce qu'on va faire de la chirurgie ou pas, ou voilà. Mais, bien évidemment, on a des sources sur l'épaule, ok? Et donc c'est ça que je vais utiliser comme source pour vous expliquer et vous montrer que en fonction de comment on nomme une pathologie, ça peut décider du traitement. Et de la suite des événements pour le patient. L'étiquetage, en fait, quand on a une pathologie de la coiffe des rotateurs, si on l'appelle bursite, cette pathologie, si on appelle une pathologie de la coiffe des rotateurs bursite, et en fait ça diminue la perception de la nécessité d'une intervention chirurgicale, d'imagerie, la nécessité de consulter un spécialiste, ainsi que la perception de la gravité de l'affection et la nécessité d'éviter le travail. Par rapport à si cette même pathologie de coiffe, on l'appelle une déchirure de la coiffe des rotateurs. Les conseils fondés sur des lignes directrices pour la maladie de la coiffe des rotateurs, y compris l'encouragement à rester actif et des informations pronostiques positives, ont diminué la perception de la nécessité d'une intervention chirurgicale, d'une imagerie, d'une infiltration, d'un deuxième avis et d'une consultation avec un spécialiste. Donc comment vous le nommez et ensuite les conseils que vous donnez, ça va influer sur ce que le patient il va attendre et va vouloir, ok? D'un deuxième avis, d'une consultation avec un spécialiste, ainsi que la perception de la gravité de la maladie et des attentes en matière de rétablissement, par rapport à une recommandation de traitement qui insiste sur le fait qu'un traitement est nécessaire pour le rétablissement. Ok? Donc si vous dites continuez ce que vous faites, ça va se passer très bien, ou alors non là il faut vraiment faire un traitement, c'est différent. Donc pour un même problème, si vous dites pour une pathologie de la coiffe des rotateurs, vous dites bursite, et la personne elle va trouver que c'est moins problématique. Si vous dites que c'est une rupture de coiffe, là elle va trouver que c'est plus problématique. Ensuite, si vous donnez un conseil, le conseil de rester actif, et en fait, c'est un bon conseil qui va... Voilà, et là pareil, on va être dans la personne, elle va trouver que elle a moins un gros problème, et ça sera moins négatif pour elle, voilà. En termes d'étiquetage approprié, la bursite semble être le meilleur choix pour réduire la perception de la nécessité d'une intervention chirurgicale chez les patients, et pour améliorer donc en fait l'ensemble des résultats du patient.
Cependant, ça je vous l'ai mis aussi parce qu'ils le disent dans l'étude, mais l'étiquetage de la bursite attribue une cause nociceptive spécifique à la douleur de l'épaule d'une personne, et ça, ça peut être inexact, trompeur, et parmi vous, je pense qu'il y en a certains qui ne voudront pas, peut-être pas utiliser ce terme-là, s'il n'a pas été noté dans un compte-rendu, ou dit par le médecin, ou un rhumatologue, ou des choses comme ça. Effectivement, une douleur antérieure d'épaule, une douleur d'épaule, ça peut être plein de choses, et quand c'est une douleur d'épaule avec où on connaît pas forcément la structure qui fait mal, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dire bursite, surtout qu'on va devoir expliquer qu'il y a de l'inflammation et tout ça, bon, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi ici. Quand on classifie les personnes avec une rupture de la coiffe des rotateurs, eh ben, on a un besoin légèrement plus élevé de les patients ont un besoin légèrement plus élevé de chirurgie et d'imagerie que celles qui sont étiquetées bursite. Quand on parle de syndrome du conflit sous-acromial, on a un besoin légèrement plus élevé, les patients ont un besoin légèrement plus élevé d'imagerie que celle édictée comme souffrant d'une bursite. Ok, on s'en fiche de ça, c'est pas ça l'important ici, de savoir en fonction de ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il va vouloir le patient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment vous nommez les choses, et ben il va en découler quelque chose en fait. Voilà, c'est les mots, la chose est ce qu'elle est, les mots ont un sens. Et du coup, ce que vous allez dire, ça va avoir un sens pour le patient, et lui, en fonction de son vécu, de son expérience, de ce qu'il a entendu et tout ça, et ben ça va lui donner une direction dans sa pathologie et les traitements qu'il va vouloir. Ok? Donc, quand on parle, qu'est-ce on rajoute une étape. Quand on parle, on peut moduler l'inflammation, on peut augmenter ou diminuer la douleur, et on peut faire choisir, en fait, on peut orienter le choix de traitement du patient. Ok? Ça commence à faire pas mal de choses, juste en parlant. Ensuite, là où il faut faire attention, parce que là vous commencez à comprendre le titre de la vidéo, je pense, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc effectivement, alors après le but c'est pas de manipuler le patient, ok, mais c'est juste comme on a dit tout à l'heure, pas faire pire que rien, ok. Donc quand vous utilisez un terme qui peut sembler banal pour vous, il peut être compris d'une manière totalement différente par le patient à qui vous vous adressez. Et ça c'est hyper important. Quand par exemple vous dites le mot aigu, bah, en général les professionnels de santé utilisent le terme aigu pour qualifier une douleur d'apparition récente. Pour les patients, en fait, pour eux, c'est un terme qui quantifie la gravité de la douleur. Donc ça n'a rien à voir. Chronique, on vous dit, ah, ça c'est un mal de dos chronique. Pour les professionnels, c'est un terme qui qualifie la durée de l'affection. Pour les patients, le terme chronique, ça veut dire que c'est très grave et qu'en fait, peut-être que la douleur, elle passera jamais. Ok? Faiblesse musculaire, pour certains, ça peut être une incapacité à faire de l'exercice ou de bouger son corps, et en fait que les muscles ne sont pas assez exercés pour pour donner un bon soutien, par exemple pour le dos. Ok? Donc comme on a vu tout à l'heure, faiblesse musculaire, ça peut générer de l'anxiété. Ok? Les gens ils vont se dire ah ouais mais en fait ah ouais mon dos il est fragile. Instabilité, ça peut être le plus souvent ça a été interprété comme signifiant que le dos il pouvait lâcher à tout moment. Ok? Atteinte neurologique, certains ils ont compris que ça avait un rapport avec les nerfs, les nerfs qui fonctionnaient moins bien par exemple, mais d'autres pensaient qu'il y avait un risque de mort imminente. Vous vous rendez compte de la différence entre les termes? Donc voilà, donc juste instabilité, le dos il peut lâcher à tout moment, mais enfin voilà, donc dès que vous utilisez un terme, expliquez ce terme, ok, et en fait ne présupposez pas que le patient il a forcément compris. Posez la question, soyez naïf, ok. Et donc les participants non professionnels ont compris... les participants non professionnels ont compris la majorité des termes explorés dans le groupe différemment des professionnels de la santé. Ok, donc voilà, en fait, on utilise les mêmes mots, mais ils n'ont pas la même définition. Les mots abordés n'ont souvent pas été compris ou ont été mal interprétés, et nombre d'entre eux ont eu, par inadvertance, c'était pas voulu de la part des professionnels de santé, des connotations, des implications négatives. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc on définit les termes, on est naïf, on demande au patient ce qu'il a compris. Et à la fin de la séance, vous pouvez demander alors qu'est-ce que vous avez compris de la séance? Ok. Bon après des fois, pour le truc un peu drôle, des fois vous allez passer du temps à dire votre dos il est solide, voilà vous allez faire un peu de thérapie manuelle, non je repasse pas vos vertèbres, on apporte du confort à la zone, nanana, le patient il repart, il va mieux, il revient vous voir, je sais pas moi, 1 an plus tard, et il dit je me suis déplacé une vertèbre. Bon voilà, bon, vous avez fait du mieux que vous pouvez, ok? Au bout d'un moment, voilà, et des fois ça passera pas, ok? Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, ok? C'est pas comme ça avec tous les patients. Donc ensuite, on va passer sur cette étude-là. Donc la douleur est un habitat idéal pour que l'inquiétude se développe. Ok? S'il y a de l'inquiétude, en plus, on peut augmenter la douleur. Est-ce qu'on n'aurait pas une espèce, comme on pourrait dire, un cercle vicieux?
Les mots que nous choisissons peuvent soit contenir la capacité de guérir, soit avoir le potentiel de causer des dommages dévastateurs et durables, ok? Ça, ouais, en fait, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir avec les mots qu'on utilise. J'espère que vous vous en rendez compte là. Donc là, on est à la diapo 13 sur 30, putain, on n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Et donc on évite par exemple la métaphore, par exemple donc quand on utilise, alors le mot dégénératif, voilà, ça peut être problématique, ok, et on évite la métaphore de l'usure couramment utilisée, où on compare l'usure avec, enfin le corps usé avec une voiture, ok. Voilà, donc la métaphore courante de la machine est souvent utilisée pour représenter les changements physiques en termes d'usure. Peut-être que pour vous ça vous pose pas de problème, mais pour de nombreux patients, en fait, une machine qui s'use, elle a besoin d'une réparation technique, ok. Et les choses ne feront qu'empirer si cette réparation technique n'est pas apportée, ok. Donc vous avez un conflit sous-acromial. Chaque fois que vous levez le bras, il y a un os qui frotte votre tendon. Ah, ok. Donc en fait, la solution, c'est soit j'arrête de lever le bras pour arrêter de frotter mon tendon, soit qu'on me retire le bout d'os qui frotte mon tendon. Vous voyez où je veux en venir? Ok. La voiture, elle s'use, ok. Elle n'a aucune capacité d'adaptation. La voiture, de toute manière, elle a pas mal en plus, et a priori, elle est pas inquiète. Donc, une voiture et un être humain, c'est différent. Purée, on en apprend des choses. Une demi-heure de vidéo pour avoir ça. Je vous fais quand même, je vous gâte. Hein. Donc, là, alors c'est en anglais. J'ai pas tout traduit parce que j'avais une très bonne raison qu'on appelle la flemme. Donc, on va prendre des exemples. Par exemple, quand on évite de dire « Ah bah vous avez des modifications dégénératives au niveau de votre colonne ». Bon bah vous pouvez dire « Ah non mais en fait ça c'est des changements normaux liés à l'âge ». Ok. Bon bah tout ce qui est lordose et syphose, bon on évite, hein, c'est les courbes naturelles de votre dos. Bon, tout un tas de choses comme ça, ok. Donc là vous avez tous les termes. Voilà, ne vous inquiétez pas, on peut dire « Tout va bien ». Et plutôt dans le positif que dans le négatif, toujours dans le positif. Et donc quand le patient il a mal, au lieu de dire soit que c'est douloureux ou de dire que c'est l'arthrose, c'est endommagé, c'est usé, ça frotte, ça pince, ça bloque, c'est sensible, c'est irrité. Vous prenez ces deux mots, vous remplacez l'ensemble de usé, tout ce que je viens de citer par ça marche très bien, ok. Joker. Enfin c'est vraiment là c'est des, ça marche à chaque fois, ok. Il y a des patients avec qui ça passera moins, ils auront l'impression que vous minimisez leurs problèmes. Dans la plupart des cas, ils le disaient même, des fois il y a des patients, au lieu de leur demander à chaque fois, c'est pareil, vous faites un exercice avec un patient, il a mal, et vous lui demandez à chaque fois, c'est comment la douleur, c'est comment la douleur, c'est comment la douleur, en fait vous êtes en train de lui répéter douleur, 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 au bout d'un moment il va avoir mal, hein. C'est comme vous parlez de, je sais pas, de poux, ça vous gratte la tête, vous parlez de tic, comment ça vous gratte les jambes. Bon. Tic, pareil, hein, la bestiole qui vous pique. Donc voilà, vous pouvez dire c'est comment. Voilà, on n'induit pas la réponse. Ok. On dit pas, on fait pas un exercice en disant ça va mieux hein, maintenant. Ou c'est pire là. Hein. Si vous faites un test qui doit pour reproduire la douleur de vos patients, vous ne demandez pas ça fait mal là. C'est bien votre douleur là, c'est votre douleur. On fait pas ça. Et si vous faites quelque chose qui pour vous doit améliorer la douleur, vous faites pas. Ça va mieux là, hein. Donc vous induisez la réponse dans la question. Et puis vous demandez c'est douloureux quand vous faites un exercice lambda, vous vous demandez c'est comment, ok. Ou ou c'est sensible quand vous faites ça, voilà. On évite de dire trop le mot douleur, voilà. Je sais pas si c'est clair. Là, je vous ai remis des choses, pareil, c'est en anglais, mais là, pareil, j'avais une excellente raison de pas traduire, la flemme, en fait, toujours la flemme, hein. On va pas se le cacher, mais c'est de l'anglais de bas niveau, hein, ok. Donc, message qui peuvent venir chez les patients souffrant de lombalgie non spécifique. Donc, ça, c'est un petit truc de Peter O'Sullivan, et alors, je sais jamais comment ça se prononce son nom, donc je le prononcerai pas. Bon, Ivan Lin, et en gros, qu'est-ce qu'on évite de dire, enfin, qu'est-ce qui peut nuire au patient et qu'est-ce qui peut renforcer le patient, ok. Donc par exemple, votre dos il est endommagé, ça on évite. Par contre, votre dos il fait mal, mais ça veut pas dire qu'il est endommagé, ok. Ça veut dire en ce moment il est sensible,
sensibiliser, voilà. On dit des trucs comme ça. Votre dos, il est faible, ça on évite. Votre dos, c'est une des structures les plus solides du corps humain. Ah ouais, ça n'a pas le même impact quand même. Ça n'a pas le même impact. Donc là, les mots-clés, n'importe quoi, c'est les mots et les concepts. Alors, à étier, c'est... je sais pas ce que j'ai voulu dire là, je pense que c'est à éviter. Ok, donc c'est à ne pas utiliser en gros quand on est kiné, ostéo et chiro. Donc ça c'est dans une étude qu'on retrouve ici. Là j'ai traduit, cette fois-ci. Et après j'ai mis des exemples pour les chiro et les ostéos que j'ai pas traduits. De toute façon, sur WhatsApp, vous aurez tout le PDF et ce sera plus facile, vous pouvez lire. Là, de toute façon, vous pouvez mettre pause et lire aussi. Donc, quelques exemples dans le monde de la kinésithérapie de termes ou de concepts qu'on évite de dire parce qu'en fait, ils impliquent certaines choses et qu'est-ce qu'on peut essayer de dire à la place. Ok ? Donc, ce qu'il faut éviter de dire ou faire. Donner une attention excessive à la modification des tissus induite par le traitement. Par exemple, le massage va normaliser vos fascias et vos points gâchettes, ok? Donc là, tout ce qui est thérapie manuelle, trigger, fascia, tout ça, on évite, ok? Conséquences potentielles, bah en fait, on fait la promotion des croyances et des causes mécanistes de la douleur, de l'incapacité, on renforce la dépendance envers le thérapeute, on décourage les patients à recourir à des stratégies d'autogestion et à une gestion active de leur état clinique. Là, vous êtes dire, moi, le soignant, je vais normaliser vos tissus. Ok, ça, vous pouvez pas le faire tout seul, c'est moi qui fais. Origine de cette erreur, dominance du modèle de soins paternaliste qui renforce la passivité du patient, engagement vers un modèle de soins bioréductionniste, accent mis sur la vision biomécanique du corps humain. Ah oui, en fait, dans cette étude-là, ils disent pas par quoi on remplace. Mais de toute façon, vous utilisez les termes qu'on a vus tout à l'heure, et ça, c'est des concepts, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on dit pas ça. Hein. Ce qu'il faut éviter de dire ou faire. Donner une importance excessive à l'enseignement de posture statique, par exemple, éviter de vous asseoir de manière avachie et active, par exemple, garder le dos droit à tout moment pendant que vous portez. Ok ? Ou exemple, j'ai une patiente, c'est assez incroyable, en fait, moi j'ai trouvé ça assez incroyable, patiente, elle a mal au cou, elle a des protrusions discales. Ça se passe très bien la rééducation, elle va mieux. Pour elle, la course, c'était fini. Et là, d'un seul coup, j'ai un doute. Est-ce que je vous ai déjà raconté cette histoire? Et en fait, bon, en gros, quand elle court, donc ça va mieux dans toute sa vie, elle va mal que quand elle court. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle court? En fait, elle court droite, avec les épaules bien baissées, bien droites comme ça. Elle court, et en fait, elle a un nerf qui est un petit peu sensible au niveau de son cou. Et forcément, quand elle fait ça, et en plus, elle arrête de courir complètement, et à chaque fois, elle recourt 30-40 minutes d'un coup. Donc, et en fait, quand on la fait courir bizarrement, juste épaule haussée comme ça, sa position de confort, en fait, qu'elle a changé à un moment donné parce qu'on lui a dit de courir droit, ou elle l'a lu, je sais plus, et en fait, les douleurs, elles ont commencé à apparaître. Et quand elle court avec les épaules hautes, elle peut courir elle peut courir et elle a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas la bonne, la mauvaise posture. Il y a peut-être des postures qui sont bonnes à un instant T. Ok, et des postures qui sont moins bonnes à un instant T. On va même pas dire bonne ou moins bonne. Il y a des postures qui conviennent mieux à certains moments et des postures qui conviennent moins bien à ces moments-là. Donc ça on évite, promotion des croyances dans les causes mécanistes, toujours pareil en fait, hein. Limite des possibilités d'adaptation des patients dans leur contexte, peut déclencher de la kinésiophobie ou de l'anxiété. L'anxiété maintenant vous savez, ça augmente les voies qui peuvent augmenter la douleur. Dépendance excessive à l'égard des modèles mécanistes centrés sur la colonne vertébrale et des modèles ergonomiques de la douleur et de l'incapacité, voilà, donc c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut éviter de dire ou faire, donc la surutilisation de thérapies à faible valeur ajoutée, comme l'électrothérapie et les ultrasons, incroyable, non recommandé par les directives internationales pour les troubles musculo-squelettiques. Tu vois, c'est pas recommandé, pourtant, même les médecins, ils mettent ça des fois sur leurs ordonnances. Conséquences potentiellement néfastes, gaspillage de ressources économiques publiques et privées, récupération retardée avec persistance de la douleur, diminue la participation active du patient à la prise de décision concernant sa santé. Origine de cette erreur, faible propension à adopter les directives cliniques dans des établissements de soins, pensée biomécanique réductionniste, bon comme d'hab en fait. Hein. Ça peut être attrayant si on pense que le problème se situe principalement dans les tissus. Bon, le problème il se situe pas que dans les tissus. Et donc soyez pas jaloux, donc ça c'était pour les kinés, les chiro et les ostéos, vous avez la même chose. Pour les ostéos, j'ai fait une vidéo là il y a 1h15 sur pourquoi il y a des problèmes, en fait, pourquoi l'ostéopathie en soi, telle qu'elle existe de manière historique et qu'elle peut être enseignée, je dis peu parce que même si j'ai les sources scientifiques qui m'expliquent, j'ai pas suivi de cursus d'ostéopathie, donc je peux pas savoir ce qui se raconte entièrement, quoique j'ai eu des profs ostéopathes en kiné qui racontaient des dingueries, donc bon, voilà. Mais ici, en 1h15, on comprend tous les problèmes de l'ostéopathie, ok ?
Donc chez les chiropracteurs, c'est l'utilisation excessive et inappropriée d'imagerie médicale. Bon, ça renforce les fausses croyances sur le fait qu'il faut des imageries pour faire un diagnostic. Donc ça augmente les coûts, le handicap et tout ça. Et donc ouais, parce que en fait historiquement ils adhèrent à un modèle hyper biomécanique. Ok. Ouais, voilà, eux ils parlent beaucoup de la subluxation, on réduit l'auto-efficacité, ok. Ouais, là c'est les croyances excessives dans les capacités comment on appelle ça? D'auto-guérison du corps. Donc là, là c'est la promotion carrément des pseudosciences. Hein. Je rappelle, pseudosciences, c'est pas presque une science, c'est fausse science, ok. Donc voilà, avec les concepts le vitalisme et tout ça. Bon, voilà, je vous laisserai lire tout ça tranquillement. Vous avez la source ici. Vous allez lire ça et vous allez comprendre tout ce que vous dites qui est nul, ok. Donc là, kiné, chiro, ostéo, on est un peu dans le même truc. Mais c'est pire chez les chiro et les ostéos. Non, je rigole. Non, et chez les kinés, on est nul aussi. Hein. Donc, diapo 18 sur 30, on avance petit à petit. Donc là, on était sur ce qu'on évite de dire, les concepts et tout ça, nanana. Donc, on évite aussi les explications patho-anatomiques de la douleur, ok. C'est dans les guides de bonne pratique. Hein. Je vous ramène pas des études qui sortent de je sais pas où. Les cliniciens ne doivent pas utiliser de stratégies d'éducation et de conseils des patients qui augmentent directement ou indirectement la menace perçue ou la peur associée à la lombalgie, telles que les stratégies d'éducation et de conseils qui encouragent le repos prolongé au lit, ok super, on n'est plus en 1970, ou fournissent des explications patho-anatomiques approfondies sur la cause spécifique de la lombalgie du patient. Ah bah en fait on est toujours en 1970, parce que tout le monde continue de faire ça. Bon après je dis 1970, ça date de 2012, ah bah ça va, 2012, ça a que 12 ans. On est large. On est large. Donc on évite de dire, de faire ce genre de choses. De toute façon, on a un exemple juste après. Là, les cliniciens peuvent contribuer aux croyances d'évitement directement en se concentrant sur ce que les patients ne devraient pas faire. Ok. Et indirectement en fournissant des conseils de gestion et des explications patho-anatomiques qui sont interprétées comme signifiant que la colonne vertébrale est vulnérable et nécessite une protection. Ok. Donc quand vous dites « Ah non mais ça faut pas le faire, hein, ça faut pas le faire », bon bah directement là vous êtes en train de faire des croyances d'évitement, ok. Et le indirectement, en fait c'est juste que si vous expliquez Ah oui non mais en fait c'est votre disque qui fait mal ou des choses comme ça, sans vous expliquer forcément un mouvement à pas faire, mais en fait le patient il va se dire « Ah non mais en fait c'est fragile » ou Ah mais vos muscles ils sont faibles », ah bah pareil là il va peut-être, vous lui dites pas directement de pas bouger, mais lui il va se dire « Ah faut pas que je bouge », ok. Donc la différence entre le directement et le indirectement. Presque tous les participants ont déclaré, donc dans cette étude-là, par contre, avoir reçu des explications patho-anatomiques sur la cause de leur mal de dos, malgré les recommandations des lignes directrices qui les en dissuadent. Et là, ça date de 2012, ça se trouve, il y avait déjà des choses avant, mais ça fait que 12 ans. 12 ans, on est... Voilà, c'était hier, en fait. Bon, ces explications peuvent être fournies pour justifier les recommandations d'autogestion, cependant elles influencent non seulement l'évaluation des symptômes actuels, mais aussi celle des épisodes futurs. Toujours pareil, en fait, faut pas faire pire que rien. Et ça, on reviendra sur cette phrase-là, mais je vous l'ai mise là quand même. L'accent mis sur l'information des patients sur ce qu'ils ne doivent pas faire, plutôt que sur ce qu'ils doivent faire, a donné l'impression que la guérison dépendait davantage de l'évitement que de l'exécution de mouvements et d'activités. Donc en fait, si vous dites au patient de ne pas faire ça, en fait, il va de pas faire ça, de pas faire ci, nanana, en fait, il va moins faire, ok. Il va éviter le mouvement. C'est pas bon, on le sait, ok. Mais on est qu'en 2024. Donc on évite ça, ok. Donc pour une douleur lombaire avec ou sans irradiation dans la jambe, avec une implication discale, on évite de montrer le modèle de l'hernie discale qui gonfle en flexion en disant à chaque fois que vous vous penchez en avance, là, waouh, là ça compresse derrière, hein, donc il faut faire attention, ok. Ça on fait pas. Si le patient, il doit, vous considérez que pour lui, il y a certains mouvements qu'il doit éviter pendant un temps, parce que ça peut arriver, communiquer de manière positive, expliquez-lui bien, faites des métaphores qui vont diminuer l'anxiété, tout simplement, ok. C'est de manière temporaire, vu que votre dos c'est un peu sensible en ce moment et qu'il apprécie pas trop ce mouvement-là, pour le moment, on va
on va mettre de côté un petit peu ce que votre dos il aime pas trop en ce moment, et on va faire des choses que votre dos il trouve confortables. Bien évidemment, si la personne elle a des choses qu'elle doit faire et qui sont pas bonnes, par exemple pour son dos, bah c'est pas grave, elle va le faire quand même de toute manière si elle a pas le choix. Voilà. Mais après c'est gérer les contraintes, gérer ce que la personne compenser peut-être avec des mouvements qui peuvent faire du bien. En fait, c'est difficile de donner un exemple comme ça, mais par exemple, si la personne elle faut pas qu'elle tire sur un nerf, c'est bien parce que ça, on imagine bien. Bah, si elle tire dessus, peut-être qu'il faut qu'elle fasse après des mouvements pour soit diminuer l'inflammation du nerf, diminuer l'œdème, ou faire une activité qui peut diminuer la douleur, ou des choses comme ça, et lui expliquer que une augmentation de la douleur, c'est pas on est en train d'aggraver non plus, enfin c'est pas de manière générale, une augmentation de la douleur, on n'est pas en train de détruire plus les tissus que ça, voilà, c'est des choses qui doivent être comprises par le patient, ok? Et que ça peut faire partie de la vie, que la douleur, à certains moments, ça augmente, ok? Mais en fait, nous, en tant que professionnels de santé, donc comme je vous l'ai dit, bon bah déjà, en fait, on respecte pas les trucs parce que les guidelines, parce qu'en fait, on donne des explications patho-anatomiques, ok? Mais en plus de ça, en fait, quand on se concentre, les patients, ils pensent quand ils ont une lombalgie que ils ont l'analogie de la machine cassée. Ils pensent que ça va être permanent. Bah forcément, quand c'est cassé, si c'est pas réparé par la chirurgie, par exemple, ça va rester. C'est complexe et c'est très négatif d'avoir voilà le mal au dos. Le problème, c'est que la plupart des participants dans cette étude qui ont parlé de ces croyances-là, et ben ces croyances, elles leur avaient été transmises par des professionnels de santé dans 89% des cas. Bravo les professionnels de santé. Donc, en dépit des tentatives continues de faire évoluer les croyances sur la douleur vers des facteurs biopsychosociaux plus complexes, la plupart des personnes souffrant de lombalgie adhèrent à la perspective biomédicale traditionnelle des causes anatomiques biomécaniques. Okay, et ils considèrent souvent leur état comme très négatif. Donc ça, c'est problématique. Contrairement aux lignes directrices actuelles sur les meilleures pratiques en matière de prise en charge de la lombalgie. Je commence à parler n'importe comment. L'une des conséquences potentielles de ces croyances est l'évitement des activités physiques, ce qui est susceptible d'entraîner une morbidité accrue. Ok? Donc, on rassure les patients, on n'utilise pas de langage négatif et on se concentre sur ce que le patient il peut faire, pas sur ce qu'il ne doit pas faire. Ok? En plus de ça, j'y pense maintenant, mais par exemple, un patient, vous allez dire, ça faut pas le faire. Ok? J'ai un patient, par exemple, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, patiente, douleur d'épaule, le rhumato et son médecin généraliste, ils ont dit, faut plus lever le bras. C'est fini, on lève plus le bras parce qu'il y a une tendinopathie au niveau de la coiffe. Alors, elle peut lever le bras, alors elle n'a pas une mobilité incroyable, c'est une femme, un peu âgée, mais elle peut lever le bras. Les médecins, ils ont dit non, rien du tout. C'est une femme, elle est toute seule chez elle, elle a des placards où il y a ses assiettes, ses trucs, ses machins, donc elle a besoin de lever les bras dans la journée, et ben en fait, elle le fait, mais en fait, à chaque fois qu'elle le fait, bah, elle se dit qu'elle fait mal, donc elle culpabilise de le faire, ok? Vous voyez un petit peu où ça peut mener aussi. Donc, le conseil qui marche bien, c'est faut rester actif, ok? Donc voilà, hein, l'accent mis sur l'information des patients sur ce qu'ils ne doivent pas faire plutôt que sur ce qu'ils doivent faire a donné l'impression que la guérison dépendait davantage de l'évitement que de l'exécution de mouvements et d'activités. Donc c'est la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans les douleurs d'épaule, on a des recommandations qui nous disent que, bah, en fait, comme on a vu tout à l'heure, hein, si on encourage le patient à rester actif, et ben, il va penser que c'est moins problématique, que c'est moins grave son problème. Dans l'arthrose de genou, bah pareil, en fait, hein, rester actif c'est bien, c'est ici. Donc ça c'est étude sur l'épaule, ça c'est étude sur l'épaule, ça c'est sur l'arthrose, et ici sur la sciatique. Alors je crois que ce que ça disait ici, c'est que encourager à l'activité, ça améliorait pas forcément les résultats sur le long terme, mais si on disait aux patients de ne pas faire, justement, par contre, là, il y avait pas mal d'effets secondaires. Donc en gros, vu qu'il n'y a pas d'effets secondaires et que même si ça améliore pas forcément le traitement, rester actif, c'est toujours une bonne chose. Voilà. De toute façon, avec tous les facteurs qu'on sait à côté, bon, bah, rester actif, c'est vraiment le conseil qui marche de la bonne manière. Après, on peut adapter, on peut contrôler la dose de contrainte, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses, mais on conseille de rester actif. Et je pense que de toute façon, là pour le coup, on fait plus rien, c'est quand même un conseil qui est plus donné, quoique je dis ça. Non, en fait, j'ai eu des. J'ai encore des patients à qui on dit ça. J'avais un. Ah oui, bah, je vais en profiter ici avant d'attaquer sur la suite. J'ai eu une patiente hier, ok. Donc, elle vient.
et elle me raconte donc son histoire, et elle me raconte le rendez-vous qu'elle a eu chez son médecin traitant, qu'elle ne connaît absolument pas parce qu'elle va jamais voir le médecin. Mais du coup, elle va voir le médecin, elle a mal au dos, le médecin lui dit ok, on fait une IRM. Elle va faire une IRM, elle revient, elle a eu super mal avec douleur type douleur radiculaire et tout ça, donc voilà, c'est pas super agréable. Donc bah elle avait pareil, elle avait de l'anxiété tout ça parce que mon contexte est un petit peu difficile. Elle vient, le médecin il demande pourquoi vous venez, elle fait bah vous m'avez demandé de passer une IRM. Ah oui bah je vais le regarder. OK, donc il le regarde, il lui dit sans la regarder, elle me dit il lit le truc et il me regarde même pas, il me dit il y a 3 hernies discales, va falloir changer de métier. Et si ça continue comme ça, vous allez finir paralysé de la jambe. Donc si vous sentez à un moment donné que vos pieds bougent, vos orteils ils bougent plus, faut absolument aller aux urgences. Il lui a rendu le truc, et c'est elle qui a dit, du coup là vous m'avez dit ça, mais est-ce qu'il y a des solutions? Bah non, va falloir vivre comme ça, ok. Et c'est elle qui a demandé, mais est-ce que je pourrais au moins avoir des séances de kiné? Et du coup lui a fait une ordonnance pour des séances de kiné. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence que cette patiente a subi en allant chez le médecin. C'est voilà, des histoires comme ça j'en ai plein, mais là vu que c'était hier, c'est voilà, ça m'a marqué. Enfin c'est encore frais on va dire. Euh, Elle vient, elle a mal au dos. On lui dit qu'elle a 3 hernies discales, qu'elle va devoir changer de métier. Et en plus ça a duré 5 minutes, donc je suis même pas sûr que le médecin, enfin, il doit savoir quel métier fait. On va pas être mauvaise langue, mais va falloir changer de métier et vous allez peut-être paralysé de la jambe et finir en fauteuil roulant. Et il y a eu le fauteuil roulant qui a été énoncé dans la discussion. Enfin, c'est d'une violence, c'est incroyable. Hein. C'est pas de la violence physique, mais je trouve que c'est d'une violence incroyable. Personnellement, je l'ai vu. Alors, il n'y a absolument pas 3 hernies discales, ok. Il y a des protrusions discales à 3 niveaux, ok, différents. Il y a un endroit où dans l'IRM, donc en position allongée, il y a un conflit entre le disque et la racine. Et quand on fait un examen neurologique, la fonction elle est bonne. Il y a certains endroits où elle est diminuée, mais en fonction de ce qu'on fait, la fonction revient. Donc c'est réversible. Il n'y a pas de problème et tout ça. Enfin, pas de problème majeur a priori. Voilà, et le médecin ne l'a pas touché, il n'a rien fait. Allez passer une IRM, ok, l'IRM, la regarde même pas dans les yeux en lui disant tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est d'une violence. Et quand je vous dis, si vous, en tant que professionnel de santé, en tant que kiné, vous faites, vous êtes inefficace, on va dire, vous faites zéro, mais des fois, vous êtes mieux qu'une énorme partie de certains, enfin une énorme partie, je veux pas faire des chiffres comme ça, mais vous êtes meilleur en tout cas que, je vais pas faire de généralisation abusive, vous êtes meilleur que certains qui font pire en fait, qui sont professionnels de santé et qui rendent les patients malades, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc déjà, si vous êtes efficace avec un patient, c'est que vous êtes super chaud. Si bah, vous êtes inefficace, bah, vous êtes quand même meilleur que les patients qui rendent malades que les professionnels de santé qui rendent encore plus malades les patients. Bon ça je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, j'espère que c'est bien ancré, j'espère que je l'ai bien dit, que c'est bien compris. Maintenant, on va voir aussi. Alors ça, c'est des diapos. Alors à partir d'ici, c'est des diapos qui sont tirés de cette vidéo-là, donc faut aller la voir. Ok. Donc je vais passer un peu vite sur les dernières parce qu'on en a déjà parlé, mais vu qu'il y a un impact de la communication et un impact des professionnels de santé, bah, je vais devoir en parler. Donc la plupart des sites sur lesquels les patients y tombent quand ils font des recherches concernant leur mal de dos, en fait, ça donne comme explication des douleurs, des causes structurelles et biomécaniques à l'origine de la lombalgie. Super, toujours des années de retard. Hein, même en musculation, hein, les professionnels de la musculation qui écrivent des livres sur des blessures, la douleur elle est toujours biomécanique, ok. Mais ça parle, je sais même pas si ça parle de, je crois pas que ça parle beaucoup de chimie, en tout cas dans les livres actuels qui sont sortis. Bon, et donc en fait, on retrouve des termes nocebo et des comparaisons douteuses en rapport avec le disque intervertébral. Donc le disque angelé, ça c'est plutôt chez les anglophones, ou avec le disque qui glisse, je trouve on a moins ça, mais nous on a le disque qui surgit vers l'arrière, voilà, ça compresse, ça part en arrière, c'est plus ou moins la même idée, mais on n'utilise pas tout à fait les mêmes mots. Donc, des explications qui sont mauvaises, des termes nocebo, et les traitements qui sont proposés sont pas en rapport avec les guides de bonne pratique récents. C'est incroyable quand même. Mais après, c'est peut-être les patients, ils cherchent mal. Ils savent pas se renseigner sur internet, donc ils tapent et puis ils prennent le premier site sur lequel ils tombent. Et du coup, bah, c'est pas forcément un bon site. En fait, la chose qui est problématique, c'est que plus de 90% de ces sites sur lesquels les patients tombent, ils sont tenus par des professionnels de santé. Ah,
Bravo les professionnels de santé, encore une fois. Donc voilà pourquoi il faut un peu se réveiller. Il faut un peu se réveiller. Donc ça c'est au niveau du mal de dos, mais en fait on a exactement la même chose sur l'épaule. Donc on a cette étude-là qui suggère que les sites internet consacrés à la douleur d'épaule, ils présentent des informations d'un niveau de lecture trop élevé. Vous vous rappelez? Trop élevé. On a vu que quand les termes c'est trop précis, trop médicalisé, ça peut générer de l'anxiété, des choses comme ça. Donc ça, pour trop élevés pour être consommés par le public et qui sont fortement orientés vers les causes biomédicales de la douleur. Enfin, super, on sait encore. Donc là, je crois pas, ça parle pas forcément des sites de professionnels de santé, je me rappelle plus. Là, c'est sûr. Là, je suis pas sûr, mais en tout cas, quand on fait une recherche sur internet, on tombe sur n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'est du contenu qui est pas pour le public non professionnel. Et en plus de ça, de toute façon, les explications sont nulles. Et ensuite, on a l'IRM, la fabrique à malades, donc toujours dans cette vidéo-là. Ça c'est une étude où en fait, je vais pas vous tout la faire, il faut aller voir cette vidéo là, mais en fait ils ont pris une patiente, c'était une femme de 63 ans qui avait des antécédents de lombalgie, des symptômes radiculaires L5 à droite, elle a fait 10 examens différents, et en gros sur les 10 fois où elle a passé des examens à 10 endroits différents, elle a eu 10 résultats différents. Je vous fais très rapide, là vous avez tous les chiffres précis, allez voir cette vidéo là. IRM précoce, plus longue période d'invalidité. Ouais, mais en fait, ça j'ai mis ça, mais on va passer parce que c'est dans la vidéo. La fabrique à malades. En fait, il y avait une diapo en particulier dont je voulais vous parler. C'est pas celle-là. Voilà, donc cette étude a démontré les effets nocebo et néfastes d'un rapport d'IRM sur les patients souffrant de lombalgie et même sur les professionnels de santé, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait, on a un groupe qui a reçu une explication factuelle du rapport d'IRM et un autre groupe qui a été rassuré par le fait que les résultats de l'IRM y montraient des changements normaux. Ok. Donc là, on lit l'IRM, voilà, changement dégénératif, nanana, on n'explique rien, et l'autre on dit oui, non mais vous inquiétez pas, c'est des changements normaux liés à l'âge, ça explique pas forcément vos douleurs et tout ça. Et donc les lésions tissulaires et la douleur sont profondément ancrées dans l'esprit du patient comme une relation de cause à effet, ça c'est sûr et certain, j'ai mal au genou parce que j'ai de l'arthrose. La perception négative d'une lésion de la colonne vertébrale peut entraîner la persistance de la douleur et une réponse inadéquate au traitement. Les patients du groupe A n'ont pas réussi à aller mieux et ont également souhaité une intervention en indiquant que même s'ils pouvaient vivre avec leur douleur, ils souhaitaient une intervention pour éviter d'éventuelles détériorations et complications futures. C'est la voiture qui est usée, qui est endommagée, le pneu il est crevé, il faut changer le pneu. Ok ? Ici, donc, les patients qui sont incertains de leur état de santé, ils demandent l'avis de leur entourage, aussi d'internet. Hein, c'est établi qu'il y a 80% des patients qui vérifient leurs informations de santé en ligne maintenant. On a ce qu'on appelle la cyberchondrie, donc c'est la tendance à vérifier son état de santé sur internet de manière excessive. Ok ? Les radiologues doivent s'éloigner des rapports de routine et de l'utilisation de terminologie qui impliquent des dommages structurels avec un risque de catastrophisme pour le patient et adopter des rapports cliniques. Donc en fait, on change le problème de disque dégénératif, tout ça, par exemple la classification Fuhrmann. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est que quand on remplace un rapport d'image par un rapport clinique, on constate que les effets du rapport clinique étaient significatifs chez les chirurgiens orthopédiques et les physiothérapeutes, car pour la même IRM, ils percevaient une moindre gravité de la maladie, prescrivaient un traitement conservateur à un plus grand nombre de patients et évaluaient également une plus faible probabilité d'intervention chirurgicale. Donc ça veut dire que ça a un effet sur le patient, le fait qu'il y ait un rapport d'image, un rapport clinique, pardon. L'image, c'est on décrit complètement. Un rapport clinique, c'est on utilise des grades et tout ça. Bah, le rapport clinique, c'est le patient, il perçoit sa pathologie comme moins grave, et le kiné, par exemple, il perçoit, ou le chirurgien orthopédique, il perçoit la pathologie du patient comme moins grave. Donc ça agit sur tout le monde. Donc voilà. Pourquoi j'en parle maintenant dans cette vidéo? Les mots ont un sens, ok? Et du coup, ils façonnent des idées, des choses. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, à la fin j'ai passé un peu vite, mais vous irez voir la vidéo sur le truc, parce que je vais pas pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, par respect pour eux, je vais pas vous faire, je vais pas vous reprendre un quart d'heure de vidéo et faire un doublon. Mais allez voir la vidéo, je vais juste repasser. C'est celle-là, ok? Comment l'IRM fabrique des malades. Je parle pas que de l'IRM, on parle échographie, on parle radio, on parle IRM, il y a des fun facts, il y a des trucs, voilà, il y a pas mal de choses. C'est plutôt intéressant. Et du coup, on finit avec le mème de la vidéo. Il y a eu deux mèmes dans cette vidéo. Donc c'est le patient qui a une lombalgie, la résilience de son corps
et les 89% de pros de santé et leur discours alarmiste, voilà, qui empêchent le patient d'aller mieux. Ok? Donc, avec la communication, on fait attention, ok? On peut moduler la douleur dans un sens comme dans un autre. On peut envoyer les patients sur le chemin de la guérison ou sur le chemin des douleurs persistantes. On peut orienter les traitements et les prises de décision du patient par rapport à sa pathologie. Donc, en fait, c'est vraiment un énorme pouvoir, la communication. Il faut juste savoir s'en servir. Et si on n'a pas conscience de ça, on va utiliser des mots, et en fait, on peut faire du mal au patient sans le savoir en plus. Donc là, en fait, si vous étiez sensibilisé à ça, bah, j'espère que vous avez appris des choses en plus. Et si vous n'étiez pas sensibilisé à ça, j'espère que ça vous a sensibilisé et que vous ferez un petit peu plus attention si vous avez des discours négatifs ou alarmistes ou des choses comme ça. Quand il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison d'avoir un discours alarmiste, parce que parfois, il faut avoir un discours alarmiste. Hein. Si vous détectez quelque chose qui est problématique, il faut le dire au patient, ok? Mais dans la plupart des cas, hein, si on prend la lombalgie, 90% de lombalgie est non spécifique, donc ça va aller très bien. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un discours alarmiste. Ok? Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Elle a été longue, et puis on se dit à la prochaine. Salut!